Bienvenue dans Swim Smart, le podcast qui aide les adultes à intégrer la natation dans leur vraie vie. Ici c'est Théo, coach en natation, éducateur sportif et passionné de sport d'endurance. Et chaque mercredi, je pars à la rencontre d'une personne inspirante du monde de l'eau pour partager son parcours et ses conseils. Et comme toujours, l'interview est en deux parties. Une partie gratuite et une partie réservée aux abonnés Swim Smart Premium. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Tassel, entraîneur et coach en e-sport. Dans cette première partie, tu vas découvrir sa vision humaine de la performance. La meilleure médaille, c'est de bien vivre. Son approche inclusive au bord du bassin et des exemples concrets pour varier tes sensations à l'entraînement. Et dans la deuxième partie, celle qui est réservée aux abonnés premium, on passe aux pratiques. Comment transformer une compétition en plan structuré pour la saison suivante, avec un calendrier d'objectifs, des tests clés et la bonne façon de doser ses entraînements. Si tu veux la suite, le lien pour t'abonner est dans la description. Et profites-en, car l'offre de lancement de moins 25% sur le plan annuel se termine ce dimanche. Pour l'instant, l'abonnement est à 48 € par an, soit moins d'1 € par semaine, et il va très vite passer à 64. Bonne écoute. Bonjour Aurélie, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Théo, écoute, ça va très bien. Période de vacances, période estivale, transition. Donc tout va bien. Bientôt le soleil pour moi, complètement. Oui, tu rentres de saison, c'est pour ça que tu es toute bronzée. Oui, j'ai fait une petite saison. J'ai fait un petit mois à Soulac dans un petit club de plage pour me changer les idées. On pourrait dire que je ne changerais pas, mais en fait, mon travail, c'est ma passion. Donc j'avais envie de rencontrer des gens. J'étais plus dans l'animation et dans le concret que dans la performance, même si c'était une performance humaine d'apprendre déjà à nager. Donc voilà, donc je suis revenue un petit peu à mes premiers amours, apprendre à nager tout simplement. Oui, c'est vrai que les saisons, on en fait quasiment tous en tant que maître nageur, en début de carrière. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on oublie de le faire, on ne le fait plus. Et c'est toujours bon de se replonger un petit peu dans ces périodes-là. Et rien que d'apprendre à nager à des enfants, de toute façon, c'est toujours top. Oui, tout à fait. Comme tu le dis, c'est de se replonger. On abandonne certaines choses pour la perf quand tu es entraîneur, mais au final, c'est bien de revenir à ses premiers amours parce que les enfants changent, les mœurs changent. Et comment garder un bon contact avec ses parents qui ont une représentation toujours d'apprendre à nager la brasse. Et donc au final, je suis tombée dans un club de plage où quoi qu'il arrive, on était déjà dans cette optique d'apprendre à nager le crawl, le dos et le papillon et les nages hybrides. Et en s'éloignant un peu de cette brasse, cette grenouille danseuse bâton, comme on pourrait dire, ou d'autres, eh bien, de revenir vraiment au plus proche et aux fondamentaux qu'est le déplacement. Oui, c'est pas évident parce que quand je donnais des cours particuliers, le nombre de fois où les parents viennent en mode à la fin de la première séance, mais comment ça se fait que vous n'avez pas travaillé la brasse et que vous faites autre chose? Tu as toute une génération, et eux, la nage sécuritaire, c'est la brasse et que la brasse, quoi. Tout à fait, désacraliser un petit peu ces représentations. C'est légende urbaine que l'apprentissage de la natation, c'est la brasse. Et au final, on apprend la brasse depuis la nuit des temps chez nous en France et pour pas forcément avoir eu des brasseurs exceptionnels dans nos vies au niveau international. Donc voilà, maintenant, heureusement, nous avons des bons brasseurs et donc voilà, mais c'est pas forcément le fait d'avoir appris en premier la brasse qui a fait Ouais. qu'on a des bons brasseurs maintenant. Avant de plonger dans le vif du sujet, il y a toujours deux questions que je pose à tous les invités. La première, c'est est-ce que tu connaissais Swim Smart avant ou tu l'as découvert pour préparer cet épisode, cet échange? Je l'ai découvert parce que tu m'as contacté et donc voilà, donc je ne connaissais pas du Ça me montre qu'il faut que je continue de bosser la communication, que c'est important tout. pour faire découvrir le podcast. Et la deuxième, c'est une petite séquence. Avant chaque interview, j'écoute un vinyle de ma collection pour me mettre dans l'ambiance. Et il y a toujours un lien entre le choix du vinyle et l'invité ou le thème sur lequel on va échanger. Donc, ton vinyle à toi, je te le présente, il est juste derrière moi. C'est Ray Charles. Voilà. Parce qu'il est aveugle, mais que malgré tout ça, grâce à son talent et à son travail, il a fait une carrière incroyable à une époque pas évidente.
Et ça montre qu'on peut tous réussir de grandes choses si on s'en donne les moyens. Et on va parler de ça avec toi. Est-ce que c'est un rapport qui te parle ou pas? Totalement, c'est de prendre en considération sa singularité c'est pas propre à Ray Charles, c'est pas propre à son handicap, mais tout simplement de prendre en compte sa singularité que nous avons tout à chacun d'être capable de construire sa performance de vie et quelle qu'elle soit, à n'importe quel niveau, et réussir à bien vivre. Le bien vivre est primordial et donc voilà. Parfait. À chaque fois que je présente le vinyle, j'ai un petit stress que l'invité soit pas du tout d'accord avec le lien. Et donc ça me rassure que tu le valides. Alors on va écouter tout de suite un tout petit extrait. Voilà. Unchain my heart, baby let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about. Maintenant qu'on a fait cette petite partie musicale, Aurélie, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Eh bien, à ce jour, je m'appelle Aurélie Tassel, donc je suis entraîneur, toujours à ce jour, c'est même pas à ce jour. C'était à ce jour, je suis coordinatrice d'une formation ICPA pour les futurs BP à l'Aquastadium de Mérignac et je suis aussi entraîneur principal de Guyenne Andinage, qui est un club qui est spécialisé dans la singularité de tout à chacun. C'est pour ceux qui ont des problèmes moteurs ou psychiques ou mentaux. Donc voilà, on s'occupe de toutes ces personnes, tous ces enfants, ces ados, ces adultes, ces seniors, dans leur découverte ou dans leur enrichissement personnel au niveau sportif. D'accord. Et avant de s'attarder un petit peu plus à ton parcours, comment toi, tu as découvert la natation? Oh, bah, tout simplement, c'est ma grand-mère et ma maman qui m'ont appris à se dire bah, il faut que tu apprennes à nager. Et donc, j'ai appris à nager avec un maître nageur qui s'appelle Jason, qui m'a permis en fait d'apprendre la brasse. Et puis, il avait des qualités qui étaient de maître nageur et aussi de toute la représentation aussi du maître nageur de l'époque, qui a fait que ma grand-mère a décidé d'enlever mes petits pains. Et donc, j'ai été nager seule et que Jason est arrivé au même moment. Il a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et ma grand-mère a dit, mais elle nage. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et puis au final, mon papa et ma maman m'ont dit qu'il fallait que je trouve un sport et que je faisais de la danse classique et que j'avais l'air plutôt apparemment d'un clown en tutu avec mes cheveux rasés parce que c'était très court. Et donc j'ai dit que j'allais faire de la natation et très vite la natation est devenue ma passion, ma vie, mon travail. Mais je n'appelle pas ça du travail, donc elle se poursuit toujours comme passion. Voilà. Oui, oui, quand on a la chance d'avoir réussi à faire de sa passion son travail, le terme travail, il change tout de suite. Et comme l'implication dans cette activité, ça change tout, quoi. Ouais, je pense qu'il a la vraie notion du mot. Enfin, je pense que j'aurais souhaité que tout le monde ait un travail aussi passionnant pour tout à chacun. C'est pas une corvée, donc je me lève pour faire ma passion. Bah, il y a qu'à voir, tu es en vacances et tu prends un mois pour aller retourner travailler dans l'eau. Ouais, j'ai fait ça toute ma vie. Ouais. Je le souhaite d'ailleurs à tout à chacun de pouvoir rallier ses vacances avec le plaisir de sa passion, de la cultiver, de stopper un petit peu, de laisser maturer les choses, de laisser s'enrichir dans sa tête et puis après de reprendre. Et donc voilà. Oui, parce que tout de suite, le réveil, il est bien plus simple le matin quand on doit se réveiller pour aller faire l'activité qui nous passionne. Tout à fait. Quand est-ce que justement tu parles t'en as fait ton métier? À quel moment tu t'es dit, tiens, c'est ça que je veux faire et pourquoi? Moi, j'ai commencé par être STAPSienne, donc j'ai passé ma maîtrise d'éducation de motricité. Après le cursus STAPS, je ne savais pas si je voulais être prof de PS ou entraîneur de natation. Donc le but du jeu, c'était à cette époque-là de vraiment développer un des deux côtés. Et puis j'ai fait une petite année sabbatique pour savoir si je voulais être prof de PS finalement. Donc j'ai fait pionne en lycée. Je vivais dans le 93 à l'époque et donc j'avais décidé de faire ça à l'opposé du 93, donc dans le 16e à Paris, pour cultiver notre population que j'aime beaucoup dans le 93, qui est très enthousiaste et qui est proche de celle avec qui je cultive, c'est-à-dire celle de Guyenne Andinage avec cette singularité.
et celle qui fait qu'on n'a pas envie d'aller dans l'eau et qu'on a des peurs et qu'on ne prend pas le temps parce qu'il y a des gosses à l'époque, dans les années, en 2003, quand j'ai commencé à vraiment avoir mon Bézanne, c'était encore des représentations. On n'allait pas apprendre à certaines CSP, certaines couleurs de peau ou certaines choses qu'ils avaient la représentation. Et bon, bah, moi, j'y allais. Donc voilà. Donc j'enseignais là et je faisais aussi dans le 16e, donc d'être pionne et d'être proche des profs de PS. Donc je révisais mon CAPEPS à l'époque et puis j'avais trouvé un petit club à Villemomble et donc j'ai commencé à entraîner et coacher et finalement j'ai eu beaucoup de résultats d'un seul coup avec ce petit club qui a fait que j'ai dit bah non, en fait je ne veux pas être prof de PS, je veux être entraîneur. C'était vraiment ça, euh, je voulais pas simplement être un passage d'une année, je voulais voir cette progression qu'il allait avoir sur ces sportifs, sur ces nageurs, nageuses. Et donc voilà, donc je me suis retrouvée après à changer de club. J'étais à Noisy-le-Sec, qui était là où un club où j'avais appris à nager aussi. Donc qui mélangeait le water polo et la natation de course. Donc c'était très bien. Il y avait un melting pot, une transversalité sur les activités qui m'a permis d'ouvrir déjà tout de suite mon panel. J'ai passé mon Bézanne cette année-là et après c'est parti. J'étais responsable technique d'un club de natation. Et on était, je crois, le 20e club français. C'était le club de Lagny-sur-Marne dans le 77. J'ai fait une bonne dizaine d'années là-bas. Donc j'ai commencé comme ça sur la natation vraiment sportive et le coaching où on est à fond, on ne vit ça, on ne dort que ça, on mange que ça et on fait 7 jours sur 7. Justement, on va s'attarder un petit peu sur le fait que c'était un club de water polo et de natation sportive, natation course. Euh, la transversalité des deux disciplines, comment vous la travaillez un petit peu ou pas du tout? Alors pour le Noisy-Sec, c'était un impératif et en fait au final quand je suis partie à Lagny-sur-Marne, ça faisait partie aussi de la refondation de l'ENF à l'époque. Donc on avait tous les passeports de l'eau. Donc pour moi ça coulait de source venant d'un profil de stapsienne. La transversalité était au centre de nos apprentissages et donc ne pouvait pas ne pas faire pair avec l'apprentissage que je donnais avec mes nageurs. Tout est transversal. Le water polo, la natation synchronisée, la nage avec palme, le plongeon, on le cultive ces 4 activités-là, on le cultive dans la natation de course. Faire des allers-retours pour faire des allers-retours sans à cultiver des éducatifs, bah, je ne crois que ça n'existe pas trop, d'ailleurs. Je n'espère pas. Et secondo, c'est de faire le lien avec nos nageurs, de savoir pourquoi on le fait et à quoi ça nous mène, et non pas de faire un water polo parce que c'est la fin, parce que c'est 30 minutes, parce que ça peut être ludique, mais qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce que ça va travailler? Et de découper le mouvement complètement et de faire un lien avec le water polo et comment ils font et comment ça se passe et la natation synchronisée. Tout ça, et c'est primordial. Oui, oui, je me rappelle quand j'étais formateur, quand je voyais dans les dossiers, j'ai fait la transversalité parce que la séance avant Noël, j'ai fait faire un water polo pour qu'ils puissent s'amuser. Là, tu dis, bon, bah, t'as pas compris à quoi servait la transversalité et qu'il va falloir bosser encore un petit peu. Tout à fait. Si la transversalité, c'était de faire quelque chose de ludique, de solidarité, d'entraide, là, on aurait pu le retrouver. Mais s'il ne mettait pas en avant aussi le travail de coordination, de proprioception ou autre, oui, on est passé à la trappe. Et, et, et justement, la transversalité, c'est quelque chose que je trouve qu'on met un peu plus en avant maintenant, mais à l'intérieur même des différentes nages dans la natation course. Où avant, on avait un profil où on nageait beaucoup de crawl ou beaucoup de la brasse si on était brasseur. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu l'utilises? Alors, moi, je ne l'ai jamais cultivé, ou alors je suis non, je ne suis pas un extraterrestre, mais mes collègues avec qui j'ai travaillé, quand on travaille à un certain niveau, on a déjà appris toutes ces bases. La Oui, personne bien sûr. qui ne va pas aller à haut niveau, c'est celle qui n'a pas compris que quoi qu'il arrive, tout devait être transversal. Voilà. C'est celle qui s'est enfermée dans ses pensées et elle ne réussira pas d'ailleurs. Enfin, pour ma part, c'est ma vision. Je pense que l'ouverture par le biais de toutes ces disciplines, l'ouverture par rapport à l'échange, l'explication à nos nageurs,
nos choix didactiques, parce que ce n'est pas les choix pédagogiques là. On parle Ouais. d'un choix didactique, fait que notre réflexion va être encore plus enrichie. Bien évidemment, il y a des périodes où il faut borner. Bien évidemment, il y a des périodes où il faut échanger parce que euh, je pense qu'il faut étudier son année entièrement et voir comment le nageur il évolue par rapport à ta programmation, ta planif, tes choix, tes stratégies, échanger, leur dire comment ils vont être mangés, à quelle sauce, ça c'est hyper important pour les préparer psychologiquement. Tu vois, j'ai rencontré des entraîneurs de haut niveau qui m'ont dit que oui, bah, de toute manière, je préfère pas prévenir de ce qu'ils vont faire. Il y en a d'autres qui adoraient. Il y avait une Roxana Maracineanu qui a déjà échangé et qui disait qu'elle adorait savoir. C'est le Dixit, hein. Donc je ne prends pas parole pour Roxana, mais euh, de par ses échanges, elle avait l'air de dire qu'elle aimait savoir ses séances, ne pas la découvrir le jour J, pour pouvoir la cultiver. Moi, j'aime bien que mes nageurs connaissent à certaines périodes et puis d'autres qui se laissent la surprise. Donc ça permet de répondre un peu à ce que François Bigrel, qui est un peu notre philosophe en Nouvelle-Aquitaine et qui est au niveau national aussi. Et François explique très bien le P1 et le P2. On a une performance qui est là le jour J et une performance qu'il faut cultiver tous les jours à l'entraînement avec des des choses que tu vas glisser qui vont être anodines pour certaines personnes, mais qui vont mettre un peu dans le retranchement les nageurs et qui vont faire que comment ils vont arriver à cette performance-là ce jour-là. Et j'aime bien étudier ça et j'estime que mes nageurs, je leur ai toujours dit, en tout cas pour ceux qui étaient au pôle après, on en dit, vous êtes chercheurs de votre propre performance, je ne suis que... je suis pas le spectateur, je suis pas le guide, mais on est dans l'aventure ensemble, donc on va partager. Donc nous sommes les guides de cette performance que vous avez choisie et on va y aller ensemble en tout cas. Donc il y a une confiance Ouais. à avoir, c'est ça, c'est le plus important. Alors, t'as fait toute seule la transition avec ma prochaine question, c'est bien. J'ai même plus besoin de poser les questions, c'est très bien. Euh, j'ai voulu qu'on commence par la transversalité brièvement parce que pour préparer cet épisode, tu m'avais donné le lien d'un podcast que tu avais déjà fait, un échange que tu avais déjà eu. Je le mettrai en lien dans la description et où tu expliquais ton parcours. Et j'ai été marqué par le fait que ce que tu mettais en avant, c'était les échanges. Donc, transversalité, c'est les échanges entre les disciplines, entre les épreuves, et après, l'échange entre les personnes. Est-ce que tu penses que c'est ça qui tire vers le haut chaque personne? Je veux dire chaque personne, je ne peux pas parler pour les uns et les autres, mais en tout cas pour moi, j'ai choisi mon mode de fonctionnement pour apprendre. Mon mode de fonctionnement, moi, c'est la relation humaine. Donc pour apprendre, il me fallait être une épicurienne de la vie et de la consommation de la communication. Voilà. Donc j'ai choisi de voyager pendant mes vacances pour rencontrer mes pairs, pour rencontrer mes amis qui étaient sur les bords de bassin. Certains pouvaient me dire que c'était un sacrifice, se lever à 4 heures du matin, être à Camo, à Montréal, avec Grégory Arcust, commencer la séance à 6 heures, et avec Franck Pouliquin, et découvrir plein de leurs collègues et d'échanger la version canadienne, de partir en stage en Colombie, de rencontrer les Colombiens, comment ça se passe, comment ils voyaient l'entraînement, physiologiquement, pédagogiquement parlant, de partir à Tahiti, faire des formations. Alors oui, c'est sûr que j'ai choisi des destinations qui sembleraient très très estivales, mais en fait, je vais dire c'est un hasard. C'est un hasard. Vous cultivez des amitiés avec des gens, et puis bah, le but du jeu, c'est de pérenniser cette amitié. Et j'ai la chance de pouvoir, bah, de me donner l'envie de pérenniser tout le temps avec mes amis. Donc j'aime cette relation-là. J'aime cette chaleur humaine qui permet d'avoir des vrais échanges. Et quand je dis vrai, c'est-à-dire que euh, la première qui a été faite pour moi, c'est celle d'Alain Michel à Dunkerque en 2003, en 2004, saison 2004, mon premier nageur que j'ai en N1, je pars à Dunkerque et un entraîneur me dit qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit bah écoute, apparemment il y avait de la lumière, j'ai traversé, j'ai fait 600 bornes pour venir là. Et en fait, donc un peu vexée de cette phrase-là qui m'avait fait mal parce que je dis bah si je suis là, c'est que j'ai quelqu'un. Mais non, apparemment je devais pas être légitime à ce moment-là. Et j'ai retrouvé
un entraîneur qui est pour moi ma Bible à moi, qui reflète aussi ce que moi j'aime au niveau de l'entraînement et ou auquel on a échangé de 22 heures à 6 heures du matin, sans s'arrêter, sur l'entraînement, et qui m'a ouvert sa Bible d'entraînement. Alors, je ne sais pas si ça se fait avec des, 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 des personnes qui débutent, mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir ça et, euh, et d'avoir plein de billes. Et il m'a appris certaines choses que j'ai cultivées tout le long de ma vie. C'est que quand on est en compète, quoi qu'il arrive, c'est pas sur le bord du bassin qu'on apprendra, c'est à des instants clés autour d'un resto, d'un verre, et hop, on se lie d'amitié et puis on échange. Et donc voilà. Et donc j'ai eu de la chance de pouvoir cultiver ça et de dire oui et pas de penser à ma fatigue. Parce que quand on est en compétition, on est très très fatigué nerveusement. Et donc je me suis permise de dire non, j'ai besoin d'étudier. Et j'avais une présidente qui était fantastique, qui me laissait cette chance-là de pouvoir aller cultiver auprès des uns et des autres, de passer aussi mon BE2 en 2008, de rencontrer encore plus de collègues. Et puis voilà. Et puis il faut avoir une personnalité qui... J'ai une personnalité qui match, je pense. C'est autant de gens qui m'entourent et qui m'ont accompagnée parce que quelque part, je sais dire, je sais pas faire. Je pense que c'est ça qui manque des fois dans le relationnel d'un entraîneur parce qu'on est tellement en haute perf qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas faire. Et on ne peut pas forcément s'épauler de quelqu'un. Parce que ça voudrait dire que quoi qu'il arrive, il y a meilleur que nous, que ces nageurs-là, ils vont peut-être partir pour aller autre part. Mais moi, j'avais la chance de vivre cette aventure-là dans un département qui était assez grand et qu'on n'allait pas me quitter du jour au lendemain. Et donc voilà, donc il restait vraiment pour ma personnalité, pas pour les perfs que j'allais les guider, malgré qu'ils avaient la confiance, mais pour la personnalité que je leur permettais de leur faire vivre aussi, parce que de développer chez eux. Ça aussi parce que on a des adultes, des futurs adultes qui vont être là. Et j'ai repris contact dernièrement avec ces futurs adultes, parce que, enfin, ces adultes maintenant qui sont devenus grands, parce que, hélas, j'ai eu un ménageur qui est décédé et il a fallu reprendre contact avec toute l'équipe, même si j'en avais, parce qu'on va à des mariages, on va à plein de choses. Et donc, on a rééchangé et je me suis rendu compte que mes nageurs étaient devenus un peu comme moi, très voyageurs, très à vivre leur vie, très globetrotters, vraiment avoir l'envie de découvrir le tout à chacun, voilà, le bien vivre. Le bien vivre est toujours à cultiver le sport, à se mettre des grosses gouaches aussi. Donc je suis contente. Quelque part, je me suis dit, je sais pas, mais peut-être que j'ai fait un pas pour leur donner l'envie un jour de faire ces choses-là. Voilà. Oui, c'est sûr, parce que quand on est entraîneur, tout le monde voit le côté performance instantanée, alors que bien souvent, on essaye d'agir à plus long terme, d'en faire des citoyens, d'en faire des êtres humains et de leur apporter des valeurs, quoi. Ben, c'est ça qui se perd un petit peu, je trouve, parce que ou alors je ne cultive pas assez là en ce moment. Je trouve que on oublie de transmettre toutes nos valeurs, la laïcité, la citoyenneté, les violences verbales, sexuelles, à leur expliquer. Euh, tout ça, c'est la transition écologique, tous ces modules digitaux qu'on peut avoir et qu'on essaye de transmettre. Tu vois, par exemple, en formation, là, je les ai redécouverts avec ces futurs BP, quoi. Et c'est-à-dire qu'on m'a fait une réflexion cette année, on m'a dit, tiens, on a eu les modules digitaux, ces modules-là, dans d'autres brevets professionnels, et fait, toi, tu l'as présenté d'une autre manière. Je lui dis, bah oui, mais en fait, je ne pensais pas vous les montrer sous forme digitale comme on les a dans toutes les formations, mais plutôt de faire un partage d'expérience, parce que j'en ai tellement, j'ai vécu tellement de chocs, plein d'entraîneurs se retrouveraient, je pense, dans les conversations, nos nageurs, leurs parents divorcent, ils ont un handicap, il y a un accident de vie, il y a des viols, hélas, il y a des perversions qui se passent autour d'eux, il y a l'école, il y a le harcèlement. Et nous, entraîneurs, on vit tous ces moments-là, et j'en ai encore des frissons juste d'échanger verbalement là-dessus. J'en ai moult d'histoires, et hélas, hélas. Mais qui font résonance et qui
qui j'espère, comme dirait mon Alain Michel, il dirait tu laisses des ancrages à ces personnes-là et c'est primordial. En PNL, ça fait partie d'un mot-clé à transmettre. Laisser un ancrage pour que l'individu il puisse se dire tiens, ah, c'est ça. Je me rappelle, elle m'a raconté cette histoire-là. Elle m'avait donné la chair de poule. Il ne faut pas que je fasse la même erreur. Donc c'est plutôt ça que j'essaye de transmettre. Tu as bien raison et c'est important. Et c'est important aussi ceux qui transmettent ça, parce que j'en connais plusieurs. Pas, entre guillemets, perdre espoir, de ne pas se dire ça sert à rien, il n'y a pas de résultat. Des fois, ça met beaucoup de temps et c'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Bah, y a un livre qui s'accompagne super bien. Bah tiens, regarde, hop là, il est juste à côté, tu vois. C'est La vertu de l'échec. J'aime bien leur donner ça là, tu vois. Alors, les nageurs de haute perf ou les BP pour qu'ils puissent le lire. Euh, c'est très très bien à lire, c'est très rapide et puis dès les premiers chapitres, tu as déjà fait le tour et tu te dis ah ouais c'est vrai, la vertu de l'échec. Et finalement, l'échec est intéressant, et pas d'une manière négative, mais surtout de se dire s'il y a un échec, tu vas voir derrière, ça va être encore plus fort. Parce qu'il y a tout le courage que tu vas y mettre pour le dépasser, le dépassement de soi, les valeurs du fait que tout n'arrive pas dans une assiette comme ça là. Hein. Faut être besogneux. Il y a des talentueux, il y a des besogneux. Ok, le talentueux, est-ce qui va durer? Moi, j'adore travailler avec les besogneux. Je Bah pense oui. que j'ai été plus besogneuse que talentueuse. Je suis talentueuse pour certaines choses, mais elles ne sont pas très grandes. Et, euh, et comment tu découvres le domaine de l'handisport? Le domaine du handisport, bah déjà, premier truc, c'est que j'ai une hypersensibilité profonde que j'ai traversée tout le long de ma vie, qu'il a fallu accepter et qu'il a fallu gérer aussi. Pas l'accepter parce que j'ai pas su au départ ce que c'était. Et puis il y a la femme, il y a le système hormonal de la femme qu'on a, voilà, qui change et tout, qui évolue. Donc j'ai vécu pendant avec ça, avec cette charge-là qui était là mentale, qui était très très dévastatrice pour moi. Et j'ai rencontré des femmes dans le club où j'étais, donc à Lagny-sur-Marne, qui ont été fantastiques et qui m'ont accompagné, des mamans, parce que j'ai accompagné leur vie de, de, euh, c'est-à-dire au niveau de l'adolescence de leurs enfants. Et puis, elle m'accompagnait aussi en tant que femme entraîneur qui était submergée des fois par des émotions à gérer leurs problèmes un petit peu qu'ils avaient et que leurs enfants avaient et qui venaient sur le bord du bassin, donc ils venaient avec leur bagage. Donc voilà. Donc premier handicap un petit peu qui était là, donc je n'avais pas mis de mots. Et puis dans cette équipe à Lagny-sur-Marne, j'avais une maman qui était prof de PS et elle a une compagnie qui s'appelle Decabel, qui est toujours en place, qui fait des grandes chorégraphies au niveau international. Et nous avions l'habitude d'échanger pour certaines choses. Et il arrivait une chose incroyable à l'un de ses enfants qui a fait que j'ai sauvé de ce côté-là de la perversion de l'humain et des réseaux sociaux. Voilà, je passe là-dessus. Qui a fait qu'elle a gardé un grand contact avec moi. Voilà. Et puis un jour, après Lagny-sur-Marne, je suis partie à Dubaï, donc je suis revenue après Dubaï. J'ai fait mon expérience aussi là-bas. Et quand je suis revenue, elle m'a dit j'ai besoin de toi, il faut que j'arrive à apprendre à nager à des IMC. Alors je ne sais pas ce que c'est, parce que pour moi, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle sur le coup. Des IMC, écoute, j'ai 3 mois, j'ai rencontré la chorégraphe de Londres, des Paralympiques. On veut faire une chorégraphie avec mes valides et mes andis sous l'eau à 5 mètres de profondeur en Grèce. Elle me balance ça comme ça. Je lui dis bon bah ok, mais quand c'est du bénévolat, donc ne t'inquiète pas, je ferai tout bénévolement. J'irai le mercredi matin, voilà. Et elle me dit dans un mois. On commence dans un mois. Tu as 3 mois pour faire ça. Bon. Et ben, j'ai attendu la veille pour regarder ce que c'était IMC. Donc j'ai vu que c'était une insuffisance motrice cérébrale et non pas un indice de masse corporelle. Et je me suis rendu compte que sur YouTube, la seule chose qui était pour apprendre à nager, c'était un peu comme nos valides. Allez, faut qu'on les allonge tout de suite. Donc des gens qui sont déjà à moitié, qui sont assis ou à moitié inclinés, il fallait que je les rallonge. Ouais, j'ai coupé au bout de 2 minutes et j'ai dit je verrai ça. J'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait. La seule chose qui est importante, en tout cas, c'est que quand maintenant vous avez une singularité à accueillir, ce qui serait bien, c'est quand même de regarder sur Internet quels sont
quelles sont les choses qu'on pourrait faire et qu'on ne pourra pas faire. Mais tout en sachant qu'il faut se garder l'opportunité de se dire, on peut peut-être le faire. Parce que toutes les pathologies sont tellement différentes et la vision médicale est tellement dure en disant non, ce sera impossible et que finalement tu arrives à être dans le possible. Donc, bah voilà, donc j'ai pris les données, j'ai fait mes fiches et donc voilà. Donc je suis rentrée dans le handicap comme ça, donc j'ai appris à nager, on est parti en Grèce, on a fait ce grand moment qui était drop of breath et en Grèce et je suis revenue en disant bah il fallait que je me forme à tout prix et je me suis formée et puis bah le monde de la natation est petit et puis bah un an après j'étais entraîneur au pôle France en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux au Crabit de Talence. Ouais. Et donc c'est arrivé comme ça. C'est aimer les gens, faire, écouter et puis le handicap, c'était pas bien différent que du valide. On est tous handicapés de quelque chose, je crois. Oui, tu le prends comme une caractéristique à tenir compte pour l'enseignement et puis c'est tout, quoi. Oui, oui, écoute, de toute manière, il va y avoir un. Le nageur, quand il arrive dans l'eau, quand il est débutant, il a un problème d'équilibre. Nous, on doit résoudre cet équilibre. L'eau t'équilibre. Bon, bah, c'est la même chose pour une personne qui est handicapée. Il lui manque un bras, il lui manque une jambe, mais elle va pouvoir se flotter, plus ou moins. Il faut regarder déjà sa densité osseuse, ce sera la même chose. Le test de Carzola, il est majeur. Et donc un petit test de Carzola, désacraliser aussi les représentations. Tu vois, quand je présente la biomécanique aujourd'hui, quand on me dit encore ces vieilles légendes urbaines que les noirs ne savent pas flotter, j'ai envie de te dire que je leur fais voir une handicapée noire. Donc comme ça, là, tout de suite, alors là, elle a le combo, mes petits chats. Donc là, forcément, ça fait rire un peu. Et là, ils se disent, bon, bah oui, là, c'est vrai que bon. Mais si on avait mis un blanc, et je mets aussi un blanc handicapé qui coule, hein, juste après. Donc je fais quoi alors? Je donne pas la même pédale à l'un à l'autre, mais ce sera pas le même choix didactique, c'est surtout ça. Ce sera la même pédagogie, mais pas le même choix didactique. Oui, parce qu'on part de l'être humain au centre de tout et puis c'est en fonction de l'être humain qu'on va construire l'enseignement, construire les séances et les différents objectifs. Tout à fait. Donc voilà, donc l'handicap est arrivé naturellement. Naturellement à moi sur un plateau d'argent et j'en suis ravie. J'en ai fait J'en ai fait mon faire-valoir, je ne sais pas si ça se dirait comme ça. J'aime ça. Oh non, j'aime l'humain, c'est tout. En fait, c'est pas l'handicap. J'aime l'humain. Le problème, Oui, on revient au fait voilà. d'être dans l'échange. Le problème, c'est que l'handicap fait peur. Et moi, je m'en fous. Moi, c'est le sang qui me fait peur. Moi, c'est la seule chose. Donc, moi, je peux pas être m'occuper de tout ce qui est sanguinolent, mais tout ce qui est déjà amputé et paralysé, ça ne me dérange en rien. Et d'ailleurs, même si on se dit, oui, mais j'ai peur parce que ça me renvoie à moi, j'ai peur qu'un jour, si ça m'arrive, bah moi, tu vois, tous les jours, enfin pendant un temps, tous les jours, j'avais un nageur qui me disait, alors quel bateau tu prendrais? Et donc chaque année, je changeais ma patho, ou chaque mois, je changeais ma pathologie parce que je me disais, euh, oh là là, je prendrais pas celle-ci. Parce que j'avais les temps et je savais que certaines catégories, il faut quand même nager vite. Encore hier, j'avais un collègue qui me dit oh là là, si demain j'ai un accident, bon bah voilà, tu vas me coacher et tout. Je fais bah coupe haut. Il me regarde, comment ça coupe haut? Je fais bah parce que si tu as décidé de nager en ayant un handicap faible parce que ton côté un peu dégueulasse de ta vie dit que tu pourrais pas assumer un handicap plus lourd et que eh ben c'est pas demain matin que tu vas aller au jeu parce que c'est pas facile les catégories S10, S9, S8 faut quand même nager fort. Donc voilà, faut quand même pas dénigrer les champions paralympiques, les Hugo Didier, les Hector Deneyer, les Alex Portal, les Kylian, là, les Emeline Pierre, ça envoie du lourd. Hein. On n'est pas là pour faire du. Je ne dénigre pas le tennis de table ni le golf, mais on n'est pas là pour. Donc voilà, il faut nager. Il faut nager fort. Et après, quand on est dans une pathologie beaucoup plus lourde, comme paraplégique et tétraplégique, comme David Smetanine et Solène Sache, dont le premier est tétraplégique et la deuxième est paraplégique,
faut les manger 5 kilomètres juste avec les bras. Je vous invite à nager et c'est là que toute la transversalité arrive et tout l'éducatif prend son sens, que quand ton entraîneur te fait nager en boule ou avec les jambes groupées sous le corps, eh bien pense à ce paraplégique qui fait ça toute l'année. Alors moi j'aime bien faire intervenir des nageurs avec des valides, des handis, et qui viennent voir ce que c'est des vrais éducatifs. Les éducatifs que vous cultivez mes chéris, c'est les éducatifs que vous vivez si vous étiez handi. Et là, tu te dis, ah ouais, je nagerai pas comme ça. Ben lui, c'est tous les jours. Et il se plaint pas. Et il fait. Et en plus de ça, ce qui est fort, c'est qu'il connaît l'orientation des surfaces motrices qu'il a, qui lui reste. Et il connaît le mouvement correctement. Il a un repère au niveau de son corps, tu vois, parfaitement. Il cultive même plus, par exemple, Moignon, où on avait des échanges, ça c'est Hector Deneyer, qui t'expliquerait que, enfin, même c'est visible, il est capable de beaucoup mieux positionner sa traction du côté du moignon que du côté où il y a la main. C'est quand même dingue. Ouais. Une seule phrase, c'est que quand il était petit, sa mère lui a dit débrouille-toi. C'était le meilleur d'ailleurs des conseils qu'elle ait pu donner Aurélie Deneyer en lui disant ça et son papa Jason. Eh bien, ils ont permis à ce nageur d'être complètement accompli du côté handi. Mais alors, l'autre côté, j'avais tout le travail à faire. Donc voilà. Et tu disais que tu faisais des séances où tu faisais intervenir des valides en séance handi et inversement. Est-ce que tu peux nous présenter une petite séance qu'on pourrait faire? Parce que dans toutes les piscines où il y a ce genre de mise en situation qui est fait, c'est tout le temps et je suis pas très à l'aise avec ça, tu te mets une main dans le dos ou alors tu te bouches les Bah, yeux, déjà, tu tout te mets une ceinture. simplement, nageur, nageuse, nager déjà sans rien voir, hein, tout simplement. Mettez des petits papiers toilettes dans vos lunettes ou alors mouchetez. Vous trouvez une vieille paire de lunettes. Dans les piscines, il y a toujours des objets trouvés. Prenez Oui. un vieil objet trouvé, là, les lunettes, vous la mouchetez. OK. Donc là, on est quand même un peu, c'est la vision 101 dalmatien. OK. On pourrait faire des tout petits ronds pour vivre aussi ce que. Alors, c'est vraiment. Alors, c'est banalisé et je m'en excuse auprès de Kylian et euh, d'Alex Portal, mais de voir bah, quelle est sa vision finalement. Est-ce que on a une vision tubulaire ou alors on pourrait faire juste sur le côté pour voir comment il voit là, comment ça se passe. Et ben, je vous invite déjà à jouer avec votre paire de lunettes et, euh, et à changer son mode de vision. Est-ce qu'on pourrait voir que l'intérieur et non plus l'extérieur? Vous allez voir que ça va être complètement différent. Au moment de votre respiration, la prise en crawl va être complètement différente. Et est-ce que vous allez garder la même allure, le même positionnement? On pourrait faire donc là, ici, et garder que les extérieurs. Donc là, toute la prise de repère, bah, pour tous les nageurs qui ont l'habitude de regarder devant, bon, bah là, ça va encore plus cultiver et apprendre à tout changer. Ça pourrait être moucheté et ça peut être après totalement. Voilà. Déjà, tout ce qui est visuel pour un terrien qui ne vit que de ça. Parce que c'est ce qui se passe avec vos nageurs. Vous avez des terriens, ils ont tout ça à regarder là devant. Alors que tous nos repères sont par terre. Nos repères sont par terre. Je tourne la tête, j'ai une ligne d'eau. Je n'ai pas besoin de regarder en haut des gradins, comme on pourrait dire, avec nos nageurs. Quand je vais nager sur le dos, bah, j'ai le plafond, j'ai la ligne. Comment je fais là? Y a un seul moment où le nageur ou le triathlète là, qui nage en eau libre, qui se retrouve à nager en plein air et là qui se retrouve un petit peu comme ce nageur qui n'a pas de vue, bah, il est sur le dos là vite fait pour prendre ses repères parce qu'il a besoin de ventiler. Il nage plus droit. Bah, il a ça. Ok. Bah, ton malvoyant, il n'a pas de ligne. Il n'y a rien. Et son repère, ça va être presque, tu vois, ça développe chez eux des repères, tout ce qui est proprioceptif, tu sais, le retour de vague sur le corps est Ouais. différent. Et là, tu vas aussi développer au niveau auditif, écoutez-vous nager. Moi, j'aime bien commencer mes échauffements par écoutez-vous nager. Quels sont vos bruits? Même là, tu vois, en club de plage, j'apprenais à traverser le bassin, donc c'était un bassin de 10 mètres, avec des jeunes nageurs et qui tapaient l'eau, toujours à taper. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites avec l'eau? Elle vous a rien fait. Vous allez imaginer que vous êtes des espions et vous devez traverser pour aller chercher la mission qui est juste en face et ne faites pas un bruit. Et là,
qu'est-ce que c'était appréciable de voir qu'en fait, il faisait moins de mouvements, il travaillait la longe et c'était doux avec lui. Ok. Donc voilà, faire des choses comme ça, donc développer aussi bah, ouais, le fait ils vont plus voir va développer un autre canal de communication pour eux. Donc ça pourrait être intéressant. Alors après, j'ai envie de vous dire à tous, nager avec un rattrapé juste bras droit, bah, c'est l'amputation du bras gauche. Donc là, on a le même trajet. Je vous invite à faire une séance avec un seul handicap et de vous le cultiver déjà. Et vous dites, ah ouais, quand même, on fait tout ça. Faire du nager avec. Je suis tétraplégique du jour au lendemain. Enfin, je suis paraplégique du jour au lendemain. J'étais rugbyman. J'ai décidé de faire de la natation. J'ai les jambes assez lourdes quand même. Donc j'ai une densité osseuse supérieure à 1. Là, je coule. Et ben là, je vous invite à faire une natation avec les jambes croisées. Hein. Faites 500 mètres en crawl ou 1000 mètres ou 1200 mètres de ce que vous avez envie de vous mettre. Hein. Mais avec les jambes croisées. Et ben là, vous vivrez ce que vit un para. Et vous vivrez ce que moi, en tant qu'entraîneur, je vis quand vous ne vous servez pas de vos jambes. Tout simplement. Et puis après, on dira, bon, bah voilà, ce tétra, donc ce paraplégique plutôt, il a les jambes lourdes, donc c'est comme si il avait les jambes croisées. Ok. Bon, bah imaginez-vous, bah, vous êtes tétra, mais c'est pas de naissance. Vous êtes para, c'est pas de naissance. Enfin, c'est de naissance, donc les jambes très très légères. Bah, imaginez-vous, peut-être qu'il a les jambes, il n'a pas un flexum. Alors le flexum, c'est un nageur qui est marqué au niveau des jambes. C'est-à-dire qu'il est en position assise constamment. Il est posé dans l'eau, il est en position assise, et quand il sort de l'eau, il est toujours en position assise. Alors, il y a des opérations qui se font pour pouvoir avoir les jambes droites. Il y a des nageurs qui le font parce que bah, ils sont dans la perf et que c'est très freinateur. Certains pays le font. D'autres nageurs le décident parce que voilà, c'est mieux pour eux. Et bah, je vous invite donc à nager avec ce nageur-là qui a eu cette opération, qui a les jambes droites, et ben, légèrement écartées. Et ben, ça équilibre un petit peu, mais ben, on a toujours la résistance du maître couple. Hein. Ouais. Donc voilà, bah, comment se placer, comment minimiser ça, et puis comment ils se sentent. Donc en fait, moi ce que je déplore, c'est qu'il faut faire un stage avec des handicapés pour comprendre, avec des handicapés, je ne supporte pas ce mot-là, avec des gens qui ont des singularités pour prendre conscience de sa propre singularité et de son propre défaut. Ça m'embête. Donc l'inclusion serait majeure pour moi. Ouais. Je lance même un appel à dire à notre fédération française de natation de ne pas avoir peur de faire des compètes avec les handis. J'allais dire avec les valides. Tu vois, je fais un acte manqué. Parce que pour moi, les valides, c'est les handis. Ceux qui ont Ouais. compris ce qui se passe. Parce qu'ils ne sont pas dans leur. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas fait leur résilience, hein, mais il y en a beaucoup plus qui ont fait leur résilience et qui sont vraiment dans la performance et qui ont compris. Tu vois, quand je suis sur le dos, si je me déplace là, je vais où? Je vais devant, je vais derrière. Et là, tu parles à des petits, par exemple, qui sont valides et qui savent toujours pas où est devant et derrière quand ils sont en position allongée. Quoi. Donc voilà. Donc voilà. Alors pour faire l'appel, c'est de dire que, bah, par exemple, nos Andis qui auraient des temps départementaux, et ben ils iraient en compète départementale. Après, bah, au niveau régional et au niveau national, voilà. Et puis on reviendrait sur des compètes aussi avec des championnats de France avec des séries. 2 ou 3 séries pour ces nageurs-là. On n'est pas assez nombreux aussi en France pour faire des championnats de France très très vivants en ce moment, après les Jeux. Parce que ça y est, on est revenu aux Olympiades. Hein. Ah bah ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'est sûr que Mais pour les les valides et filles les jeux. handis, j'ai envie de dire. Ouais. Alors c'est bien parce que là, on a les championnats du monde à Singapour, c'est exceptionnel, c'est trop bien, nos Français sont forts et tout, c'est génial. Bon, je suis pas assez pour faire plus de commentaires, mais en tout cas, j'ai vu Maxime, Johan, Léon, donc ça brille. Je vois pas assez les filles aussi. J'ai dû louper une étape, ça aussi. Ça fait partie sûrement d'un handicap français d'être fille. Et donc voilà, bon, je fais mauvaise langue, j'ai pas suivi Singapour, c'est pas bien. Mais mesdames, C'était vraiment top. faut que je vois. Donc voilà, et qu'il ne faut pas avoir peur de tout mélanger. Quoi. Il faut juste s'entourer de bons praticiens, de bons techniciens. Et on a des très bons techniciens en France
qui pourraient aussi venir à l'handicap et qui sont venus d'ailleurs. Il y en a certains qui y sont. Donc voilà. De toute façon, on revient au fait que c'est l'échange humain, c'est les rencontres qui vont faire qu'on va pouvoir s'améliorer, j'en suis persuadé. Toi, tu mettais un doute tout à l'heure sur le fait que c'était chaque personne comme ça. Moi, je pense que oui, honnêtement. Je pense que c'est ça qui nous tire vers le haut et qui fait qu'on apprend de l'autre. Parce que je suppose que tu apprends autant des nageurs qu'eux, ils apprennent de toi pendant que tu les entraînes. Pas perpétuellement. D'ailleurs, c'est mes livres ouverts. Ouais, c'est ça, c'est mes livres ouverts. Vous êtes mes livres. Et j'aime vous ouvrir perpétuellement, en permanence. D'ailleurs, quand je vous ai pas, j'en suis un peu triste. Tu vois, là, j'ai fermé la saison dans ce club de plage. J'ai fermé ce livre qui était passionnant, qui m'a fait rêver à un point de se dire, ah, je vais acheter un club de plage. Allez, hop. Et ça m'a donné envie de cultiver certaines choses, donc voilà. Mais je dévore les livres, vos livres de vie. Et justement, est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur ce qui t'ont appris, ce que t'as sauté aux yeux depuis que tu fais ce genre d'échange? J'en ai plein, mais là, il faut que je synthétise. Ça serait qu'il faut qu'ils apprennent à... que c'est pas... Je sais pas si c'est... Enfin, c'est la vie, ma vie professionnelle qui a fait que ça m'a appris à dire ce que je vais te dire là. C'est que la performance, c'est performance de bien vivre. Je l'ai dit en début de parcours avec toi, en début d'interview, c'est le bien vivre. Et que la médaille, c'est celle-ci pour moi. C'est pas celle d'être le numéro un des jeux, c'est génial, ok. Demain, t'es plus rien. Il faut que tu recommences. Pour vivre, hein, pour avoir vu encore des nageurs au jeu, la para, tomber après en dépression parce qu'ils sont arrivés tout en haut, ils ont consacré 4 ans ou 10 ans ou 20 ans de leur vie et hop là, il y a un moment donné, ça a duré, heureusement il n'a pas fait le 50 mètres, le nageur à qui je pense, mais ça aurait été violent, c'est violent, c'est très court et hop là on repart. Faut avoir, donc j'espère qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, cultiver cette performance, quelle qu'elle soit, sur tous les plans, et je trouve qu'elle est beaucoup plus belle, c'est la médaille de la vie. Voilà, tu vas vivre longtemps et épanoui. Et en plus de ça, cette vie-là, si tu la vis bien, tu verras, tu vas vieillir moins vite et moins stressé. Et comme je dirais à mes étudiants que là j'ai dit l'année dernière, le souci, apprenez à les gérer pour pas que je les prenne en pleine face. Vous n'êtes pas là pour me les transmettre à moi. On est là pour transmettre une passion commune. On est là pour être bienveillant. Et c'est surtout ça là que j'ai découvert. Voilà, c'est ce mot-là, il y a 6 ans, qui n'était pas banalisé, qui maintenant est banalisé. Parce que la bienveillance n'existe pas vraiment. Il faut que ça soit la même. Je n'ai pas la même bienveillance que Théo. Et mes nageurs, ils n'ont pas la même bienveillance qu'il y a avec les uns et les autres. Donc il faut savoir leur définir ensemble et puis s'accompagner. Voilà. Et puis après, s'il y a performance que cette personne-là souhaite et qu'elle arrive à pérenniser et à construire après une autre performance, quelle qu'elle soit, si c'est la même, si c'est plus haut, si c'est dans un autre chemin de vie, un autre sport ou professionnel, et ben, alors là, tu sais quoi, j'en suis hyper contente. Si j'ai donné l'envie d'avoir... je te dit en SMS tout à l'heure, j'ai échangé avec Théo et pour lui dire que j'aime donner l'envie d'avoir envie, c'est tout. Si je vous ai donné l'envie d'avoir envie, c'est le plus important. S'il n'y a pas eu d'envie, bah écoutez, je suis sûre que vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui va vous donner l'envie. Mais je dis souvent que la meilleure des séances ou des planifications, c'est celle qui te donne envie de revenir après, quoi. Oui. Et il y a juste ça. Si quand tu sors de l'eau, tu as envie de revenir, bah, la séance, elle était bien et tu vas progresser comme ça en plaçant l'humain et le plaisir au centre de ton projet sportif. Je suis sûr que c'est comme ça que tu vas le faire sur le plus long terme et du coup, qui va avoir plus de chances de réussir. Alors, je vais radoter. Je suis sûre qu'il y a des gens qui m'ont déjà entendu le dire et je vais redire cette phrase. Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent où aller. Ça fait depuis 2008, j'ai cette phrase en moi et je préfère la répéter une bonne fois pour toutes et encore d'ailleurs. Je ne sais même plus si c'est Sénèque ou Saint-Exupéry, tellement qu'ils se sont battus, on voit dans toutes les citations, et donc voilà. Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent où aller. Vous ne savez pas où aller, la performance n'arrivera pas. Si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, elle n'y arrivera pas.
Et si vous ne mettez pas tout en place autour, on n'est pas des magiciens, les entraîneurs. Donc, on revient à cette première idée d'être chercheur de sa performance. Sachez vous regarder, sachez vous voir vivre, vous épier chaque chose, chaque début de perf vont être là pendant ces 365 jours que vous allez accomplir. Mais si vous ne vous observez pas drastiquement, scrupuleusement, ben, ça ne matchera pas. Sachez vous reposer, sachez vous alimenter, euh, sachez vous écouter vous-même. Voilà. C'est ce que ça m'a appris toutes ces années d'expérience en tout cas. Que quoi qu'il arrive, c'est pas une autre personne qui va te le dire, une tierce personne qui arrive et qui te dit oh non mais il faudrait que tu fasses ça, ça, ça. D'ailleurs tous les entraîneurs, vous le vivez aussi. Je vais vous envoyer ça. C'est à chaque fois qu'on rencontre un autre entraîneur, et ben hop, il vous a donné une petite piste et hop, vous allez le faire manger à vos nageurs parce que vous avez soif de voir comment ça va réaliser. Mais est-ce que c'était bon dans cet instant T? Est-ce que c'était le bon timing? Est-ce que c'était la bonne période? Est-ce que finalement vous allez le faire et ça va pas matcher et demain, si ça se trouve, c'était demain qu'il fallait le faire. Donc, et puis sachez vous écouter un petit peu votre cœur au lieu d'écouter tout ce qui se passe aux alentours. Et puis si vous l'avez entendu, vous avez entendu cette personne-là, elle vous permet d'échanger. Bah, sachez regarder votre programmation d'une manière un petit peu plus lointaine et la placer finalement comme dans votre puzzle, parce que c'est le puzzle, et pas forcé pour mettre cette pièce-là alors que c'était pas le bon timing. Ah bah, première petite amie, je lui ai demandé 5 fois de sortir avec moi avant qu'elle dise oui, et les 4 premières fois, elle a dit non, c'est pas le moment. Donc je ne peux que être d'accord avec ça, que il y a tellement de tout qui est important que des fois c'est juste une question de timing qui fait que les planètes sont pas alignées. Et la patience hein, aussi. Ah oui, j'ai appris à cultiver ma patience. Je voulais tout de suite pendant des années. J'ai tout eu tout de suite d'ailleurs. J'ai été les chercher, mais d'une manière peut-être un peu brutale. Inch'Allah. Ah bah c'est sûr que d'avoir les résultats tout vite, c'est très énergivore. Donc sur le long terme, c'est sûr que ça va être épuisant d'être toujours dans cette quête d'action et de résultats tout de suite, quoi. Je pense que c'est un peu mégalo. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs bon aussi. C'est quand tu as tout eu tout de suite, tu deviens puant très vite. Et puis tu as de moins en moins d'amis. Donc au final, faut mieux le cultiver progressivement. Mais bon, j'ai eu beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de chance. Heureusement que j'ai pas eu. D'ailleurs, c'est peut-être ça. Heureusement que j'ai pas eu la médaille à moi. Tu vois, cette médaille-là, que ce nageur-là. Parce que bien souvent, on dit que la médaille du nageur, l'entraîneur, il a que ça pour se dire c'est ma médaille, tu vois. Eh ben écoute, j'aurais peut-être perdu la tête. De par ma personnalité, hein. Euh, j'ai déjà une forte personnalité. Si en plus de ça, je rajoutais ça au CV, oh la vache. Je suis pierre à l'édifice de poissons rapides. Voilà, voilà, c'est Ouais. tout. C'est la seule chose que je peux dire. Voilà. Je donne ouais, j'ai donné l'envie pour créer de l'aisance aquatique encore plus. Quand il y a 20 ans, je devenais formatrice. J'ai rencontré une stagiaire INSEP au championnat de France à Aix-les-Bains, à Aix-en-Provence. Elle est venue me voir, elle me dit Aurèle, tu me reconnais? Et là, j'ai dit ah, excuse-moi, elle me fait mais toi, t'as pas changé. Et elle dit, tu nous appelles toujours les petits chats, je suppose. Et elle me fait, bah moi j'ai fait partie de tes petits chats et tu m'as donné l'envie d'être vraiment maître nageuse et de faire le métier d'entraîneur. Alors tu vois, ça, moi, c'est cadeau, c'est du pain béni pour moi. Voilà. Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on t'a planté la graine qui a germé, qui a mis du temps à germer, mais qui a germé au bout d'un moment. Et puis c'est là où on est, je trouve, le plus impactant et le plus important en tant qu'éducateur sportif. C'est plus le côté éducateur et sur l'humain que sur le côté sportif. Oui, Bauman le dit très bien. Il fait, moi je ne serais pas là où j'en suis si on n'avait pas eu des entraîneurs compétents en dessous pour former toute cette masse. Eh ben, écoute, il y en a plein, il faut leur rendre hommage à ces gens-là. Parce que tous ces nageurs qui sont à Singapour, eh bien, ce sont des personnes qui ont été, ce sont des sportifs qui ont été, euh,
sont arrivés à un aboutissement grâce à plein d'autres petits entraîneurs, peut-être des médiocres, peut-être des très forts, peut-être des farfelus, mais en tout cas, ils ont permis d'arriver jusque-là. Voilà. Une autre qualité que je trouve qui est développée dans ton domaine et qui m'impressionne à chaque fois que je parle avec des entraîneurs qui font de l'handi, c'est l'imagination et la créativité. Non, alors ça, je l'avais déjà. Tu l'avais déjà? Ouais, parce que, parce que c'est très, oh, c'est rébarbatif, hein, et archaïque ce sport, hein. Faut faire des allers-retours. En plus de ça, tu as un chrono tous les 36 du mois quand ton entraîneur veut bien te le donner s'il te le donne. Vous êtes 20 nageurs dans une ligne d'eau des fois, parce on a très peu de place. Enfin, j'extrapole les 20 nageurs, mais bon, voilà, ça se nage dessus. Et il faut créer tout le temps. Je pense, enfin, on est des créateurs de performance. On est des artistes, en permanence, pour donner l'envie de rester. Parce que rentrer dans sa machine à laver et composer à fond la caisse autour d'une série, comme on a pu faire, des séries de fous furieux. Alors, un 10x4, j'ai envie de te dire, c'est bagatelle, mais un 4x15, un 4x1500, bon, bah voilà, là, faut le recréer, faut le redynamiser, faut redonner un autre but à l'intérieur. J'aimais bien jouer. J'aimais bien mettre un adversaire en face qui venait d'un autre club. Et comme mes potes m'envoyaient de la Martinique ou de la Guadeloupe, hop là, donc le nageur venait à l'entraînement et je mettais à mon nageur, je l'habillais de la tête aux pieds, je lui disais, bon, bah, cette série-là que tu connais, bah, on va la faire maintenant habillée. Et à chaque fois que tu le rattrapes, et bah, tu enlèveras un t-shirt, tu enlèveras une chaussette, tu enlèveras. Et donc, j'attisais, tu vois, l'envie de l'abattre. Ouais. Mais bon, voilà. Et ce pauvre nageur qui était en face, quoi qu'il arrive, se sentait déjà à la base plus fort, mais finalement, à chaque fois qu'il se faisait rattraper, je disais, ah mince. Donc, ça travaille aussi l'humilité pour le côté, et ça travaillait aussi de l'autre côté. Et je pense qu'il faut que toujours, quand vous donnez une série, d'ailleurs, je l'avais dit à Eric Robot pendant l'interview, donnez un critère de réussite à cette série. C'est super sympa. Parce que nous, on va jamais, on va pas jouer au foot, hein, on va nager. Il y a pas ce fameux verbe qui est si angélique, ah, je vais jouer. Non, on va pas jouer, nous. Nous, on va nager. On va à l'athlé, on va nager, on va à la gym. C'est trois sports. Donc, très très dur dans notre tête. Et s'il n'y a pas cet esprit ludique que tu vas monter pour faire la série, ben voilà. Alors, c'est sûr que ça peut pas être en permanence. Quand tu entraînes, aller à 8 à 10 entraînements semaine, si tu veux pas du jeu. De toute façon, je suis persuadé que tu as deux éléments qui doivent absolument apparaître sur une fiche séance. C'est les critères de réussite, comme tu disais, et puis les objectifs. Parce que si dans ta séance, tu sais pas pourquoi tu le fais et tu n'as pas cette notion de j'ai réussi à tel moment, je suis pas sûr que ce soit très productif. Alors ça, tu vois, l'objectif, c'est pas moi qui le crée. C'est lui. Le nageur. Oui, parce qu'on part En du début de, nageur. Ouais. sé- en début de séance, c'est lui qui aime bien. Alors tu vas travailler quoi là aujourd'hui? Donc il y a ça, tu vois, il y avait le menu. Tu vas me faire quoi? Qu'est-ce que tu as envie de viser ce soir? Rien. Ah bah ok, c'est toi qui joues. Ok, d'accord. Ou alors c'est l'inverse, hein. Et là, eh bien, la planification d'action avec le nageur est primordiale. Et c'est de la pédagogie différenciée, c'est de la pédagogie de contrat, c'est de la pédagogie de l'action aussi, parce qu'on va arriver directement dedans, il faut y aller. Mais je trouve que le mot pédagogie est riche, mais il faut donner aussi les mots qui sont derrière. Tu vois, pour qu'il y ait vraiment cette interaction et que cet entraînement soit intéressant par ton choix didactique que tu as eu, parce que ton choix didactique, il était dans ta tête, c'est ta réflexion. Le nageur, il n'est pas dans ta tête, et il va manger un truc que tu as conçu. Si tu ne fais pas partager, voilà, s'il n'aime pas pape, qu'il y a une grosse série de papes ce soir, bon, On va pas passer un bon moment. il va pas passer un bon moment. Mais par contre, si tu lui dis, la semaine dernière, tu as fait cette séance-là, elle était comme ça, je l'ai réaménagée comme ça pour t'aider quelque part, pour faire un pas vers toi, mais il faut que tu en fasses un vers moi. Alors je te propose qu'on divise les choses. Tu as eu cette performance-là et tu as déjà les écrits et la performance qu'il avait fait la semaine d'avant, avec les mêmes conditions qu'il y a. C'est-à-dire, tous les mercredis, il a son cours de PS, son cours de maths juste avant, et puis après, il est parti à l'entraînement. Il a fait l'entraînement avant, à 6 heures, et puis après, il va à l'entraînement de l'après-midi. Bon, il est rincé, et là, tu lui annonces qu'il va faire sa série, que la semaine dernière, tu voterais, voilà, le mode d'entrée.
voilà, on est passé à la trappe. Alors que là, tu fais un pas, tu lui dis, bon, bah voilà, il y a ça, 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 il y a un vrai échange, et là, je trouve que c'est pertinent. Maintenant, c'est pas forcément ce qu'on peut faire partout, parce que là, c'est une personne qui te parle quand elle était en pôle, et que quand elle est entraîneur, aujourd'hui, si elle avait un groupe où elle avait beaucoup de nageurs, elle le ferait sur les leaders de performance chronométrique. Peut-être pas sur tous, et Ouais. après, hélas, c'est un peu euh, au besogneux de s'accrocher fort. Et puis bah, moi, de le prendre en considération, quoi qu'il arrive, parce que c'est important, et que même si j'en ai 20, j'aime bien la petite réflexion à tout à chacun, parce qu'il faut partir, parce que c'est comme ça, c'est dans l'essence même de la pédagogie. Donc on n'oublie personne. Donc voilà. Maintenant, avec l'handicap, c'est sûr que je ne suis pas débordée dans mes lignes d'eau, hein. Là, on est bien, on n'est pas trop nombreux. Quoique maintenant, on commence à se marcher un peu dessus. Et surtout quand il y a plusieurs handicaps, alors là, quand ils sont lourds et un peu moins lourds et qu'on doit mélanger, ça apprend à slalomer. Euh, Est-ce que d'avoir fait autant de temps et d'années dans le handi, ça a changé ta façon de faire quand tu es avec monsieur et madame tout le monde qui n'est pas handi? Normalement, la personne valide, elle sème un petit peu mon parcours, elle a été cherchée. Elle s'est intéressée, ils viennent pas sonner à ma porte comme ça. Par exemple, ton club d'été. Mon club d'été, Que t- ça a été un concours de circonstances. C'est une formatrice que j'ai au sein de ma formation qui est tombée enceinte, et donc elle avait proposé que je trouve quelqu'un dans mes stagiaires, et puis finalement, bah non, c'est T'as pris la moi place. la place. Donc ça m'intéressait plus. Et après, ce qu'il y a eu, c'est que les clients qu'il y a eu ont tout de suite vu l'appétence que j'avais à l'handicap, parce que j'ai suppisté certains enfants sans que les parents me le disent. J'ai un papa qui n'a pas osé me le dire tout de suite, et alors je lui dis, alors tu m'as caché? Et il me dit quoi? Je fais, bah, et je fais le signe, je fais ça. Et donc c'est quelque chose qui se répète chez les autistes, c'est un signe d'antistress. Je suis stressée. Hop là, je D'accord. papillonne. Et Alors là, vu que c'est un podcast, ils n'auront pas la vidéo, tu fais toucher index et majeur avec le pouce voilà, plusieurs fois. plusieurs fois, tout à fait. Et donc D'accord. au final, j'ai dit, bah écoute, il est à quel degré au niveau de l'autisme là? Si tu veux m'échanger et tout ça. Et en fait, au final, il m'a dit, ah, écoute, t'es la première. Et puis, il y a une conversation, et puis c'est effondré, et puis il y a eu un vrai échange. Et donc voilà, donc en fait, au final, son gosse est très très intelligent, mais il est autiste, et il nage très bien le crawl et le dos, et mieux que le valide qui était juste à côté. Donc c'est la seule chose qui aurait pu un peu décoiffer la personne, l'autre famille qui était à côté. Mais bon, voilà quoi. Euh, non, les gens, ils viennent pour moi. Pas parce que je m'occupe de l'handicap, ou pas parce que non, parce que je fais résonance dans ce que je suis. Ouais, on vient pas à moi parce que je fais de la haute perf, ou parce que ou j'ai de l'envie d'avoir envie, ou ceci. Il y a quelque chose qui fait que j'ai pas fait de haute perf. Voilà. J'aime, voilà, j'aime je donne envie qu'on vienne me voir. On est intrigué, Ouais. voilà, on est intrigué. On approche tout doucement de la fin de cette première partie. Quel mot tu aurais envie de dire aux éducateurs sportifs ou aux futurs éducateurs sportifs? Bah, continuez à être curieux, ou soyez curieux. Vous enfermez pas. Euh, on apprend différemment dans tous les pays. Et Dans dans tous tous les les, pays. dans tous les pays. Mais par contre, on a la même couleur, c'est la couleur de la passion. Donc voilà, allez-y. On a un métier qui est extraordinaire, parce qu'on peut aller s'expatrier et travailler dans d'autres pays, n'importe où. On pourra toujours sauver des gens dans n'importe quelle langue, parce que apprendre à nager, on trouve les mots, les baragouines, les gestes, les sons. Voilà. Si vous avez la chance d'apprendre à nager un muet, et que vous ne savez pas parler un muet, ou un sourd et muet, je veux dire, eh ben, vous allez trouver le moyen de parler avec vos mains. Donc voilà. Je trouve que c'est la grande force du sport d'être capable d'échanger, quelle que soit la langue. Euh, je sais que moi, je suis fan de foot. Quand je vais visiter des pays étrangers, j'adore aller voir des matchs de foot dans des bars
pour pouvoir parler de foot avec des gens qui n'ont pas la même langue, mais on arrive à se faire comprendre. Et je trouve que c'est le gros point fort du sport, et je pense que c'est pour ça que le sport est autant universel. Alors moi, pour la petite histoire, j'utilisais le foot pour pouvoir parler à mes collègues parce que si tu parles pas natation, il faut que tu parles foot. Donc moi, j'allais dans les stades de foot du monde entier et j'allais voir comment les supporters vivaient les choses et puis peut-être de rencontrer des entraîneurs et donc voilà et d'échanger. Et ben, au final, c'est le sport en fait. Aller voyager pour aller parler du sport, tout simplement. Comment on apprend le foot, comment on apprend le rugby, comment on apprend l'athlé, la gym. De toute manière, vous en reviendrez avec de la préparation physique pour vos sportifs l'année prochaine. Donc c'est bien. Et il y a la natation d'un certain pays qui t'a marqué plus que d'autres, ou qui t'a plus fait ouvrir les yeux, France, c'est en celui qui France? me rappelle que en fait, je suis peut-être pas à ma place. Ouais, parce que je pense que je suis. J'ai plutôt une vision finalement américaine, peut-être, ou australienne, qui fait que. Alors, c'est peut-être. Je sais pas. Je, je pense qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, j'aime bien communiquer, j'aime bien partager. Ce qui était il y a encore une dizaine d'années. J'espère que mes collègues maintenant partagent beaucoup plus sur un bord de bassin et je le vois bien avec la fédération qui propose beaucoup plus de colloques, en tout cas en Ile-de-France, que je vois et qui est un gros vivier sur la formation. Et je leur en remercie de pallier à ça. Et, mais ouais, il faut partager quoi. Votre recette, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas la garder sous terre. Hein. Faut la donner, la partager, parce que quoi qu'il arrive, ça c'est le seul conseil que je pourrais donner, enfin l'un des conseils que j'ai envie de donner, c'est celui que euh, quand vous donnez une recette, sachez que cette personne à qui vous transmettez, si elle n'a pas la reconnaissance de dire que elle venait de vous, quoi qu'il arrive, vous savez qu'elle vient de vous. Alors si vous avez un orgueil mal placé, oubliez ça, propagez, donnez. Parce que ça sera important, parce que grâce à votre échange, il y a peut-être un nageur ou une nageuse valide en dit, quelle qu'elle soit, qui va donner, ça va lui donner l'envie d'aller plus haut peut-être. Donc oui, c'est vrai, personne ne saura que ça sert vous. Mais c'est pas grave, on s'en fout, vous le savez. Mais je trouve ça tellement flatteur quand je vois des coachs qui reprennent un de mes exercices. Ça m'est arrivé, alors pas souvent, mais j'étais coach dans les stages d'Alain Bernard. Mhm. Et Alain Bernard m'a emprunté un exercice que je lui avais montré juste avant. Et enfin, je trouve que c'est vachement récompensant quand c'est un autre entraîneur qui se dit, tiens, ton exercice il est bien, je vais le faire à mes nageurs, quoi. Ouais, et puis il y a celui-là, et puis il y a celui qui est, comment dire, où on rajoute une pierre à l'édifice. Et puis ça fait comme un, c'est pas un rébut, mais pas très très loin, tu vois. On rajoute des mots et des mots, et puis voilà, l'énigme se crée, et puis on trouve l'énigme à la fin, et puis ça donne, cet éducatif-là est tellement de variables. Si le mot variable existe, en tout cas dans les stapsiens, quand on l'apprend, et même dans la chino-BP, voilà, la remédiation et la variable, elles sont primordiales. Bah, je vais essayer de me réconcilier avec la communauté du tennis de table que tu as froissé en début. Ça devient un vrai ping-pong entre différents entraîneurs quand on prend un exercice, qu'on rajoute un petit truc et puis on va le retravailler Ah, un petit j'adore peu. faire ça. Et Oui, alors je fais beaucoup de tennis de table. ah, mais c'est trop tard. Ils vont plus m'écouter à cause de toi, mais c'est pas grave. Non, mais par contre, j'ai eu des pongistes hein, qui sont mis. Flora Vautier, elle est venue et médaillée au jeu. Elle est venue nager une ou deux fois dans l'eau pour voir comment ça se passait aussi. Cet épisode, il est diffusé peu de temps avant la rentrée. Euh, Quel conseil tu pourrais donner à un adulte, valide ou handi ou qui que ce soit, qui veut se remettre à la natation, mais qui se sent pas à sa place dans les bassins? À qui se permet de dire que vous n'êtes pas à votre place? Hein. Je pose cette question parce que tu viens de dire que tu te sentais pas à Ah, ta mais moi, place, hein. moi, c'est personnel. Donc je pense que si toi tu le dis, il y en a d'autres qui doivent se le dire Alors, aussi, quoi. non, moi, c'est personnel. Je pense que j'ai pas encore trouvé. Oh non, mais parce que je suis une éternelle insatisfaite, j'ai toujours envie d'aller découvrir ailleurs. Tu sais, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle et en fait, Saint-Jacques te dit. Il y a un homme que j'ai rencontré, un Allemand de 78 ans. Il était en train de marcher à côté de moi. Il me dit: Je suis contente, j'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter comme moi. Il me dit: Mais pourquoi on n'arrête pas? Et je lui dis: Bah, parce que on veut toujours savoir ce qui va se passer après.
et que la seule chose qui fait qu'on s'arrête, c'est qu'on a besoin de se reposer pour pouvoir réattaquer demain. Mais j'ai une, j'ai une, euh, j'ai une soif inépuisable de savoir ce qu'il y a dans l'autre ville, comme ce qu'il y a dans d'autres pays et tout ça. Ouais, derrière la dune, qu'est-ce qu'il y Derrière a? la dune, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a une deuxième dune. Et donc après, c'est de se dire, est-ce qu'on se contente là aujourd'hui? Peut-être, on sait qu'il n'y aura pas d'autre chose. Alors maintenant, je, je sais qu'il n'y aura pas d'autre chose, mais j'aime encore aller découvrir pour savoir. Je suis pas encore rassasiée. Voilà. Bah, tant mieux. Et je C'est, vais moins loin c'est, c'est, maintenant. c'est Je me suis rendu compte qu'en France, c'était intéressant aussi. Voilà. top. Donc, on en revient à l'adulte qui hésite à se remettre à la natation ou à se mettre à la natation. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le faire réfléchir ou le motiver à aller voir la piscine la plus proche et puis se renseigner? Si ça va pas et que vous avez envie de vous faire plaisir, bah, vous venez à Bordeaux pour vous faire un petit stage à l'éducation. Si vous avez vraiment un petit côté où vous n'êtes pas vraiment bien, eh ben, je vous invite à venir me cultiver, tout simplement. Comme ça, si vous avez besoin d'une bonne gouache, je crois que c'est le meilleur des conseils que je peux donner là, sur le coup là, d'un jet. Euh, et de deuxième chose, euh, je pense que c'est le sport le plus épanouissant, enfin l'un des sports le plus épanouissant et réparateur pour soi-même. Déjà, un, vous êtes seul dans votre bulle. Deux, vous allez écouter que vos problèmes pendant 1 heure et demie et 2 heures. Et que quoi qu'il arrive, c'est comme la marche. Bah, au bout d'un moment, ça part. Et puis vous êtes dans votre truc. Ça s'arrête, ça s'en va le problème. Et donc ça, c'est génial. Et c'est ce que moi j'ai retrouvé dans la marche. Maintenant j'ai la flemme de nager, mais l'eau est trop froide pour moi. Sinon voilà. Et allez-y, allez-y, vous allez rencontrer des gens bien. C'est fantastique. Vous allez rencontrer vous allez vivre des sensations qui vont être tellement différentes à toute période de l'année. Ah, c'est un sport où, quoi qu'il arrive, vous allez traverser des moments faciles, des moments durs, comme notre vie, voilà. Et puis, vous allez les surmonter, vous allez jouer avec des copains adultes, hein, bien évidemment, parce que c'est notre adulte. On va se retrouver des copains qui aiment borner aussi, qui aiment échanger, qui aiment vivre, qui aiment rigoler, et puis qui aiment surtout la sensation de l'eau sur le corps, qui est tellement épanouissant. 80% des décisions sont prises sous une douche. Je crois que c'est pour ça que j'ai choisi la natation. C'est pour ça que je passe du temps sous la douche. Voilà, comme ça, tu payes pas de l'eau de la Voilà, je ne paye douche. pas de l'eau de la douche, mais après, je prends des vraies décisions. Voilà, donc je vous invite, c'est moins cher que le psychologue. Oui, je Voilà, c'est moins confirme. cher que le psychologue. Et en plus de ça, vous allez rencontrer des gens. Et je trouve que pour avoir fait plein de sports, plein d'associations, une des grosses forces de la natation, c'est qu'on rencontre des gens, mais des gens extrêmement différents. Alors que dans d'autres sports, j'ai l'impression que c'est un peu plus ciblé, alors que la natation, pas du tout. Bah, c'est-à-dire que quand on arrive à un certain âge et qu'on ne vise plus cette fameuse haute perf internationale ou nationale, eh bien, on arrive avec des physiques complètement différentes, notre vie. Ok. Et puis, ben, on s'accepte. Déjà, c'est super bien. Vous êtes venu sur le bord du bassin, vous acceptez comme vous êtes. Et ça, c'est génial. Gros, grand, petit, maigre, gaulé, pas gaulé, on s'en fout. De toute manière, vous assumez vous-même. Et ça, c'est génial. Tu vois, mes Andy, moi, quand on me voit arriver sur un bord de bassin, alors maintenant, j'arrive avec mon cirque. Oui, mon cirque. Et parce que les gens pensent que c'est le cirque. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y en a une qui se déplace à quatre pattes parce qu'elle a une petite jambe, l'autre qui est quadruple amputé qui va enlever ses quatre membres. Et on voit les gens qui viennent nous dire et faire ah, c'est bien, vous êtes courageux. Mais c'est surtout vous, vous êtes courageux, vous êtes venus aussi. Hein. C'est génial. Bah, venez vous offrir une part de courage avec tout le monde, hein, c'est tout. Je crois que c'est le sport où il y a le plus de courage. Il faut s'assumer. Surtout dans une société où on critique le physique à outrance. Je dis bravo aux nageurs et nageuses qui ont décidé d'ouvrir la porte et de venir nager parce qu'ils ont besoin de ça pour leur faire du bien. Alors je crois que c'est le seul conseil que je peux donner. Venez vous faire du bien. Ouais, c'est un très bon conseil. Et en décembre, professionnellement parlant, j'irai sur Bordeaux. Et j'irai, si nos plannings nous le permettent, boire un verre avec plaisir et
nager dans ta piscine de Mérignac, voir si l'eau est vraiment si froide ou si c'est toi qui n'y es pas de la bonne Non, c'est volonté. moi qui n'ai pas de la boue. Mais nous, on nage ouais. Alors, pour le petit truc, c'est que nous, on nage en plein air toute l'année et que mes Andy nagent en plein air toute l'année. Ils ont vraiment un beau courage. Parce que je vous invite à nager avec des membres qui ne fonctionnent pas au summum de l'art et dans une eau froide. Donc, quand vous êtes un peu fatigué, que vous avez mal aux jambes et que, en fait, au final, bon, bah, vous allez faire la séance en poule, vous refroidissez assez rapidement. Donc, c'est la même chose pour les bras, mais voilà. Nous, on le vit entièrement. Et en plus de ça, il faut gérer la patho qui va réagir suite à ce refroidissement. Mais c'est un choix personnel. Hein. J'ai des aventuriers, j'ai des courageux avec moi. Voilà, l'entraîneur, il fait un tout. Mais ça va avec ce que tu dis, c'est que ce que tu recherches, c'est l'échange et l'aventure humaine. Je crois que tu es servi et que c'est trop Ouais, bien, ouais, quoi. je suis servi. Je me sers en fait. Je me sers. C'est pas je suis servi, c'est je me sers. Je me suis servi de moi-même. Justement, tes nageurs Andy, ils ont fait il y a quelques temps les championnats de France. Et on va creuser un petit peu ça dans la deuxième partie, parce que nouveauté cette saison, il y a une partie réservée aux abonnés, ceux qui soutiennent le podcast, pour le faire grandir. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, on vous dit au revoir. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite dans votre podcast privé, juste à côté. Bonne fin de journée à tous. Un faux au revoir, Aurélie, je te laisse dire au revoir aux auditeurs qui nous laissent là. Et puis on boit un verre d'eau et on enchaîne tout de suite avec ces fameux championnats de France. Et notamment sur la question comment faire pour capitaliser sur une compétition pour créer la suite. Bah, je dis au revoir à tous ces petits auditeurs. Hein. Et je vous dis à très vite sûrement en Gironde pour venir me voir. Voilà. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, cause you don't care about me. You got me sort of like Voilà pour cette première partie avec Aurélie Tassel. On s'est concentré sur son parcours et sa philosophie. Mettre l'humain au cœur de la natation. Dans la partie premium, on va encore plus loin. Planification, méthode polarisée, gestion des tests et des contre-perfs. Pour y accéder, abonne-toi à Swim Smart Premium. Ça soutient le podcast et ça t'ouvre l'accès à toutes les parties exclusives. Plan d'entraînement détaillé, interviews exclusives, capsules exclusives, entraînement audio directement à mettre dans tes écouteurs aquatiques pour que je t'accompagne quand tu nages. Non. Le lien est juste en dessous. Bonne journée.